Bonjour Betty. Bonjour Louise. On est aujourd'hui ici réunis ensemble pour parler de toi et puis de ton expérience que tu as vécue surtout à l'automne 2008, que tu appelles l'arrêt du rêve. Donc, si c'est possible de nous en parler un petit peu, ce serait intéressant. Quand on parle d'expérience, on parle du monde du rêve. Alors, dans le monde du rêve, il y a des expériences qu'on qualifie, qu'on identifie. Ce que j'ai vécu n'est pas une expérience, ça a été l'arrêt de l'expérience. Donc, les grands mystiques parlent beaucoup d'éveil spirituel, comme d'un éveil à atteindre. Pour moi, c'est un mot qui n'a absolument pas de signification. C'est le rêve et hors du rêve. Et hors du rêve est l'état naturel et non pas un état spirituel. Donc, pas de chemin à atteindre. Mais c'est intéressant quand tu dis état naturel et non pas un état spirituel, parce que dans le fond, ce que tu as vécu, souvent les gens vont associer ça à un état spirituel. Donc, souvent, tu vas parler de la momie, que tu dis que tu enlèves les bandelettes et que finalement, il n'y avait rien à l'intérieur, que tu t'es aperçu que ce n'était pas spirituel. Oui, effectivement, dans ce qu'on appelle la momie, c'est que j'avais l'impression, dans le monde du rêve, dans la vie que tu vis, Oui. dans ce que tu vois, d'être comme une grosse momie, plein de bandelettes. Et j'avais l'impression que ces bandelettes-là étaient la connaissance. Alors, un nouveau livre, j'accumulais, je fouillais tout partout dans le buffet spirituel, finalement, pour trouver des nouvelles théories, pour trouver à l'extérieur de moi quelqu'un qui pourrait me soulager de moi. Alors, je mettais une nouvelle bandelette, un nouveau enseignant spirituel, un nouveau livre, une nouvelle façon de penser, un nouveau conjoint, un nouveau travail, un nouvel environnement. Et j'étais devenue une momie grosse comme ça, qui se pensait extrêmement importante dans le monde du rêve. Quand est arrivée la constatation dans ma vie, même si j'accumule des connaissances, des bandelettes comme ça ne fonctionne jamais. Ça s'est installé à l'intérieur de moi, cette constatation, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas en essayant de comprendre. J'y arriverai pas en créant un but et en voulant l'atteindre. Ça a été foudroyant chez moi de constater ça. Ça a été les armes, parce que j'étais une personne armée, les armes ont été déposées, ou plutôt se sont déposées d'elles-mêmes, parce que je me disais, je ne suis pas équipée à l'intérieur. Dans ma tête, je ne suis pas équipée pour résoudre ça. J'avais l'impression de vivre dans une espèce d'aquarium et je n'étais pas capable de sortir. Je faisais le tour constamment. Je me frappais sur les parois, je cherchais, mais je n'arrivais pas à sortir de là. Donc, la constatation, j'y arriverai pas, a été suivie d'absolument rien. Comme le silence à l'intérieur et où je me disais, je fais quoi? Je fais quoi maintenant? Je me promenais à l'extérieur. Quelques jours plus tard, je marchais sur la rue. Est arrivée une phrase. Et cette phrase-là était « On ne rêve que de soi ». On ne rêve que de soi s'est installé à l'intérieur de moi comme si la foudre m'avait frappée. Donc, je n'ai pas compris intellectuellement. Je n'ai pas eu la sensation « OK, ça veut dire ça, on ne rêve que de soi ». Pas du tout. Ça s'est installé partout à la fois, dans toutes les cellules de ce que j'étais. J'ai levé mes yeux, j'ai regardé à l'extérieur dans la rue et je ne pouvais que savoir que tout ce que je voyais, arbres, individus, les fleurs, l'air, le ciel, la terre, n'était que moi. Alors montait en moi cette phrase « Nous avons créé cela ». Il n'y avait plus de distance entre ce que je voyais et moi. Et c'était un étonnement incroyable parce que ce n'était pas intellectuel. Je n'avais pas à me dire « OK, est-ce que cette personne-là serait une partie de moi en action? » Non,
C'était absolument, il n'y avait pas de distance pour que la pensée parte et m'invente quelque chose. C'était du direct au cœur. Donc, à partir de là, il y a eu un cheminement qui s'est fait sur quelques mois, qui a été de voir comment mes croyances, mes conditionnements, comment le corps humain, avec sa mémoire millénaire, projetait devant moi des parties du rêve individuel que je faisais. Je rêvais que j'existais en tant que personne. Je rêvais que j'étais une femme, Betty, avec des caractéristiques, qui fonctionnait dans la société, qui était en relation avec d'autres personnes, qui avait des visions et qui gérait sa vie et qui parlait à Dieu. Non, pas parler, qui négociait avec Dieu. Dieu avait intérêt à faire sa job avec moi. Je faisais ma job en dedans, là. Il fallait qu'il me le démontre. Donc, je projetais des choses qui avaient une allure absolument extrasensorielle, qui étaient spécifiques à moi, et je me montais tout un bateau avec ça. Et pendant cette période-là, bien, pendant quelques mois, ce que j'ai fait a été de me regarder. Je raconte souvent l'histoire avec une de mes filles. Est-ce qu'on est rendu à ce que je raconte ça ou tu as d'autres questions? Non, ça va, oui, continue. Okay. Donc, parce que avec une de tes filles, parce que c'est On ne rêve que de soi que tu vas parler. C'est On ne rêve que de soi. Ça se passe avant le basculement, qui était en octobre 2008. Ouais. Alors, cette journée-là où je marchais sur le trottoir, où j'avais constaté que je n'arriverais pas à sortir de cet état-là, que j'étais toujours en train de courir après quelque chose et que je tombais tout le temps dans le vide, finalement. Là, On ne rêve que de soi est arrivé et là, je voyais que la totalité du monde était moi. Je suis rentrée à la maison, j'ai ouvert la porte et c'était ma fille qui était là. Et c'était une période de notre relation qui était difficile, où souvent elle me disait, comme exemple, « Maman, je suis en dépression à cause de toi. » Et là, la bagarre partait, parce que tout ce que je voulais, moi, c'était de prouver que c'était pas vrai ce qu'elle disait. Je la voyais comme une personne que j'avais mis au monde, je la voyais comme mon enfant à moi qui était dans une détresse, et je me voyais en relation avec cet être humain-là. Je sentais le poids de la responsabilité. En même temps, j'avais une image de moi en tant que mère, j'avais une image de ma fille en tant que ma fille. On vivait dans un monde d'images. Quand je suis arrivée cette journée-là, je lui ai dit, « Tout ce que tu me dis maintenant ne me fait plus rien. À partir d'ici, à aller jusqu'au bout du pied. Je le sais que tu es une partie de moi qui me parle. » Donc, sa bouche était ouverte et elle ne savait pas trop comment réagir. Et ça a été complètement l'arrêt avec l'humanité au complet, on pourrait dire, de ce jeu de ping-pong-là, d'une image qu'on se fait de nous et de l'image qu'on fait de l'autre. Finalement, tout ce qu'on fait, c'est d'échanger nos croyances et nos conditionnements et nos habitudes. Dans quel but? Dans le but d'essayer de se dire « Je suis la personne importante qui a une opinion » et c'est exactement ce qui s'est produit et ça s'est produit avec tout le monde parce que je ne voyais que moi à travers tout ça. Et effectivement, quand Louise dit au début « Oui, mais c'est difficile », bien peut-être parce que ça te met face à vraiment la réalité. Tu ne peux pas te sauver de toi. Le grand rendez-vous est avec soi et pas avec un instructeur à l'extérieur et pas avec une façon de faire à l'extérieur et pas dans une nouvelle relation. Le grand rendez-vous est avec toi. C'est d'une simplicité enfantine. C'est au bout de ton nez tellement près que tu ne le vois pas. Alors, tu regardes à l'extérieur de toi, c'est toi, partout. Il n'y a pas de monde inventé, il n'y a pas de force spectaculaire qui va arriver. Ça n'existe pas, ce n'est que toi qui le projette en avant de toi. Mais donc, quand ta fille disait « Maman, je suis en dépression à cause de toi », alors... Bien, je le recevais. « Betty, tu es en dépression à cause de toi. » Il n'était plus question de elle et de comment arranger ses choses et d'essayer de lui prouver que ce qu'elle disait n'avait pas de sens.
c'est moi qui me parlais. Je ne voyais que ça. Donc, quand il me disait « je suis en dépression à cause de toi », je me disais « OK, Betty, tu es en dépression à cause de toi. Quand il me disait « il n'y a rien qui fonctionne dans ta vie », ça tombait « OK, il n'y a rien qui fonctionne dans ma vie ». Alors, quand c'est arrivé, elle est descendue en bas dans le sol, elle a frappé la porte très fort. Même ça qui aurait été considéré par moi comme un geste agressif, où je serais descendue en bas et j'en aurais remis... ça, c'est certain, la bagarre aurait continué. J'ai reçu ça à l'intérieur. Oh, ça ne fait pas mon affaire, hein? Il y a une partie de moi, ça ne fait pas son affaire. Claquer la porte comme ça, je veux encore me claquer la porte à l'intérieur. Mais là, comme je le voyais tout le temps, premièrement, j'étais tellement étonnée de voir comment j'ai pu halluciner dans ma vie, comment j'ai pu projeter des scénarios et y croire. Alors, c'est sûr qu'il y avait une espèce de sensation de déséquilibre qui a même frôlé à un moment donné une espèce de folie où je me disais « Wow, on va me retrouver assis sur un lit à me balancer comme ça parce que c'est incroyable, qu'est-ce qui est en train d'arriver? » Mais je me ramenais tout le temps « OK, dans le moment présent, qu'est-ce que tu vois? » Comme je dis quelquefois, prisonnière du moment présent. Alors, il n'y avait que le moment présent devant moi. Alors, c'était comme ça. Mais je pense que ce qui est important de mentionner en ce moment, c'est que tout ça s'est passé avant le basculement, donc ça s'est passé avant ton éveil ou l'arrêt du rêve, comme tu dis. Alors, je pense que c'est important de le préciser parce que quand cette expérience-là, qui est arrivée, l'arrêt du rêve, ça s'est transformé encore plus. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on ne rêve que de soi, qui est arrivé avant, était là pour enlever les bandelettes de la momie? Dans le fond, toutes ces connaissances-là que tu pensais acquérir, qu'en voyant que les autres étaient toi, c'est là que les bandelettes se sont mises. Je voyais que chaque bandelette qui était là, qui faisait la momie que j'étais, était simplement ma mémoire accumulée, qui me donnait une idée de la réalité à travers les conditionnements sociaux, conditionnements parentaux. Il y avait chez moi une croyance d'abandon qui était extrêmement forte. Ma mère est décédée à ma naissance, comme on sait, et l'abandon, pour moi, était quelque chose que je me remettais tout le temps en avant de moi. Donc, les bandelettes étaient les conditionnements, les habitudes qui étaient en action devant moi. Et qui te protégeaient, probablement? Qui ne faisaient que me protéger, parce que quand j'étais enfant, le sentiment d'abandon, ça a été comme une brûlure immense. Alors, le corps a ressenti une brûlure immense qui est l'abandon. Ce qui a déclenché l'instinct de survie. Le corps a un instinct de survie. L'instinct de survie a alimenté la pensée qui a fabriqué des scénarios autour de moi. Et ces scénarios-là, je les ai nourris avec la pensée parce que je ne reconnaissais jamais qu'est-ce que c'était à l'intérieur. Qu'est-ce qu'était ce malaise-là? Et on fait ça tout le temps. Tout le monde fait ça. Tout le monde se reprojette la même relation déguisée autrement. Se dit tout le temps, OK, c'est encore la même affaire. C'est encore la même chose que je vis. Ça revient toujours. Bien, ça revient toujours parce qu'on n'est pas capable de le voir. Alors, cette momie-là, les bandelettes tombaient. À mesure que les croyances étaient vues, elles ne servaient plus à rien. Elles ne servaient plus à ce que moi, je me reconnaisse. Donc, les bandelettes tombaient. Et il y avait à l'intérieur de moi ce sentiment religieux parce que chez moi, il y avait une petite fille pieuse là, à l'intérieur qui, tranquillement pas vite, s'était déguisée en une espèce de sorcière de Salem. Mais ça, c'est pas grave, on raffine toujours les pensées qu'on a. Et il y avait toujours, avec ces croyances-là qui tombaient, la sensation qu'il y avait un être lumineux à l'intérieur de ça, qui allait finir par sortir et avoir un trip de lumière, finalement. Être quelqu'un de mystique, être une personne réalisée. Illuminé. Illuminé, malgré que c'était un terme que je connaissais absolument pas. Alors, les bandelettes continuaient parce qu'on ne rêve que de soi. Chez moi, n'était pas une décision mentale. C'était là tout le temps. Alors, le travail se faisait. Je regardais et les expériences que j'avais, je voyais qu'il y avait suffisamment d'expériences à l'extérieur de moi. Regarder était pour moi
ne pas créer une nouvelle expérience, parce que je savais que les expériences qui étaient devant moi étaient tout à moi, donc c'était déjà assez beaucoup merci. Les expériences qui étaient là, je les regardais intimement, sans distance entre elle et moi. Et là, c'est que les bandelettes tombaient. Les bandelettes tombaient et j'attendais comme... J'avais comme cette impression. J'attendais pas, j'avais cette impression-là de l'être lumineux. Quand la dernière bandelette a tombé, c'était totalement vide en dedans. La personnalité a été fracassée. Donc, le basculement, en 2008, a été ça. L'arrêt complètement de croire l'histoire personnelle que je me racontais depuis des vies et des vies, finalement. Donc, finalement, de voir tes croyances constamment enlever des bandelettes de ta momie et la dernière croyance a été vue et le basculement est arrivé, l'arrêt du rêve. De les voir vraiment pour ce qui était, parce que là, je ne jouais plus, là. Je ne jouais plus à amener un scénario qui allait essayer de me cacher de moi-même. C'était impossible, je l'avais vu. Je savais que c'était comme ça. Donc, les bandelettes tombaient. Et j'avais pas de... J'étais pas en train de poursuivre un chemin. Mais ça se passait. Et quand la dernière bandelette a été tombée, bien, c'est la vie qui a pris le relais, finalement. C'est la vie, maintenant, qui s'exprime à travers le corps Betty, ici, et non pas l'individu, le rêveur, qui se sert du corps, parce qu'on vole le corps et les sensations du corps pour les utiliser pour nous. Alors ça a été complètement terminé. Et quand c'est arrivé, disons, ce basculement-là, ça s'est produit comment un petit peu? Qu'est-ce qui... Je sais que tu le racontes un peu sur Internet, mais que tu te voyais souffrir ou comme tu pensais que tu mourrais pour de vrai. Oui, c'est ça. C'était rendu à un point où, comme j'ai compté tantôt, je me disais, je vais devenir complètement folle parce que j'avais plus de repères pour me tenir dans le monde du rêve. Donc, j'étais comme sur le bord d'un précipice et je me disais, je vais tomber. Et je vais tomber à l'intérieur de ma tête et quelqu'un va me ramasser ou je vais mourir. Il y avait beaucoup ce sentiment-là. Peut-être je vais mourir. Et ce matin-là, qui était le 6 octobre 2008, où j'étais dans mon lit, je me suis réveillée et j'ai eu la sensation de ne pas être capable de sortir de mon corps. Même d'ouvrir les yeux était impossible. Et j'ai commencé à sentir à l'intérieur de moi comme une ouverture. Et où je sentais que je me vidais de moi-même. En même temps, je regardais le corps qui était mon corps sur le lit. J'avais la sensation de mon corps et mon corps était comme un peu en convulsion parce que mon corps étouffait. Je regardais mon corps et je me disais... Il semble souffrir, mais d'une façon tout à fait personnelle. En même temps, à l'intérieur de moi, j'ai dit, OK, je meurs, c'est ça. Je ne vais pas devenir folle, je vais mourir. Alors, je sentais que la mort me prenait. Et là, à l'intérieur de moi, il y a eu cette dernière phrase du monde du rêve qui a été... Et s'il n'y a rien de l'autre côté? Et si tu t'es trompé? Parce que moi, j'avais quand même la croyance que Dieu allait quand même me récupérer. Et la question a été très forte. Et s'il n'y avait rien de l'autre côté? Et j'ai dit, parfait, ça sera ça. Je ne reculais plus. Mon moment présent était ça. J'accueillais exactement et parfaitement, sans penser à l'identifier, sans essayer de le comprendre. Ça a été « let's go ». Et là, bien, l'événement qui est arrivé, c'est que là, j'ai vu le corps émotif, une autre partie de moi qui était là en face de moi, être complètement pulvérisé. Le corps mental qui voulait comprendre la même chose. Alors, quand le corps de Betty s'est vidé du rêve de Betty, c'est la vie qui s'est installée. Et ce qui a été ressenti a été une joie tout à fait étouffante, où je me voyais marcher
dans le salon. Et le corps était encore couché, souffrant sur le lit, et le corps, tout était là en place, et je le voyais se dérouler sous mes yeux. La joie était étouffante parce que c'était la liberté. La grande joie, c'était ça, d'être libérée de ce monde des croyances-là. Et je voyais la forme à l'extérieur se transformer sous mes yeux. Je voyais dans une série d'aquarelles des vies et des vies qui se déroulaient devant moi, c'est-à-dire qui sortaient. La personnalité a été complètement anéantie. Et c'est resté comme ça. OK. La personnalité anéantie et c'est jamais revenu. De toute façon, c'est permanent maintenant. Le corps est fonctionnel. Oui. Ça, c'est certain que se nourrir, marcher, Se peigner les cheveux. se peigner les cheveux, c'est fonctionnel. Le corps savait quoi faire, il sait encore. Oui, oui, oui. Mais il n'y a jamais de but. Ce que j'ai constaté après le basculement aussi a été que la peur et les désirs m'avaient quitté. Je ne les avais pas mis à la porte, ils m'avaient quitté. Je constatais, la peur n'existe pas. Et je constatais, la mort n'est pas ce qu'on pense. La mort n'est pas en opposé avec la vie. La mort est en opposé avec la naissance, tout simplement. Alors, le corps qui est ici, celui-ci, le corps de tout le monde, va disparaître. Parce que la vie s'exprime à travers ce qui est impermanent, tout simplement. Alors, c'est pas plus une histoire avec le corps qu'avec la feuille, qu'avec la plante, qu'avec n'importe quoi, finalement. Donc, la vie s'exprime à sa façon, quand elle veut, comme elle veut, et au niveau du temps, le temps qu'elle veut. Le corps n'est pas permanent, il ne va pas le devenir, là, tout simplement. Mais la vie, elle, est toujours là. La source même de tout ce qui est, bien, n'est pas soumis au monde du rêve, donc n'est pas dans le temps. N'a pas un début, n'a pas une fin. Fait que quand tu dis la vie, donc, ou quand même tu parles de la grande joie que tu avais lors de ton basculement, c'est pas une joie qui est en opposé avec la peine, c'est une joie qui n'a pas d'opposé. Donc, quand tu parles de la vie, elle n'a pas d'opposé non plus. Non, parce que dans le monde du rêve, c'est un monde de dualité. Dans le monde du rêve, il y a des mots. Et les mots ont toujours un opposé. Alors, parler de ce qui n'est pas dans la dualité est un peu paradoxal. Donc, on emploie les mots, la source, la vie, c'est l'amour, c'est la joie, mais ce n'est pas en opposé avec la peine. La joie n'est pas en opposé avec la peine. L'amour n'est pas en opposé avec la haine. L'amour est un état. Et cet état-là, hors du rêve. Oui, c'est pour ça que c'est pas évident de mettre des mots. Parce que tu le dis souvent, qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce que tu vis. Et ce que tu vis n'est pas comparable à ce que tu as vécu dans le monde du rêve. Non, il n'y a rien dans le monde du rêve qui me rappelle qu'est-ce qui est ici maintenant. C'est complètement... Il n'y a rien qui me rappelle ça. Donc, quelqu'un qui cherche une expérience mystique... Il la cherche à travers ses sens. Il cherche à ce que ses sens ressentent quelque chose d'un petit peu plus. Tout simplement. Okay. Mais c'est simplement de le voir. Il se trompe. On se trompe sur ce qu'on est dans le monde du rêve, mais constamment. On ne pourra jamais... C'est un balancier. On ne pourra jamais arriver à être juste d'un côté du balancier. Qu'on raffine une expérience mystique à l'extrême. Le balancier, c'est un mouvement naturel, va s'en aller de l'autre côté, juste à le voir. Donc, quand tu parles du monde du rêve, tu parles de la vie que moi je vois présentement, le corps Betty, mais qui est au fond pas nécessairement, ça t'appartient pas, là, je veux dire. Bien, le rêve du jour, le rêve de la nuit, c'est exactement la même chose. Donc, on rêve le jour de la même façon qu'on rêve la nuit. Le rêve, c'est l'illusion. Alors, qu'on projette des rêves durant la nuit, qu'on pense que c'est mystique et qu'on est particulier pour ça, c'est exactement la même chose que de projeter une personne devant nous. Mais là, on a établi que c'était la réalité. On a établi que ça, c'était le rêve. Et après, on a établi le rêve éveillé. Et là, on pense que c'est un yin. Après, on a établi le monde des autres dimensions.
Alors, une personne qui, comme moi, voyait les personnes décédées, leur parlait, essayait de résoudre les personnes, les problèmes des personnes qui étaient décédées étaient absolument la même chose. On ne rêve que de soi. Moi, je me le faisais grandiose. Alors, je m'amusais. Et je souffrais, évidemment, autant que je m'amusais, vu que le balancier était là. Mais en même temps, chez moi, il y avait absolument ce sentiment-là de vivre des choses particulières. Il y avait un grand sentiment religieux. Dans ma recherche, c'est certain que je cherchais toujours l'amélioration. Je me faisais à croire que je voulais la paix du monde. Je me faisais à croire n'importe quoi, finalement. Mais c'est tout le temps dans le monde du rêve, tout ça. Tout se passe dans le monde du rêve. Oui. On ne rêve que de soi. Dans le monde du rêve, on ne rêve que de soi. C'est un rêve-là que tu compares souvent aussi à un aquarium. Oui, parce que quand on est dans le monde du rêve, il y a des personnes qui disent « OK, moi, je suis sortie 5 minutes du monde du rêve, puis je suis revenue. » Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Tu t'es vu sur les parois de l'aquarium du rêve et tu as pensé que c'était un moment mystique, mais tu t'es juste déguisé. Tu as vu une partie de toi, comme je l'ai fait tellement de fois. Finalement, dans les expériences extrasensorielles, c'était tout le temps ça. J'avais l'impression que là, j'étais sortie de la dimension de la réalité, pas très confortable, parce que j'avais des pouvoirs personnels. Et là, j'étais allée voir des personnes que les autres. C'était me donner un sentiment de particularité, finalement, que tout ça. Et il y avait toujours... ces expériences-là n'étaient remplies que de moi-même. Ça ne pouvait pas faire autrement. Ça, et même si ça semblait magique, parce que je pouvais faire des bonds dans le temps, je pouvais aller dans les vies antérieures, je pouvais aller chercher... C'est tellement enfantin. C'est pris dans un aquarium gros comme ça. Il y a un début, il y a une fin dans l'aquarium, il y a le temps. Alors que quelqu'un revienne à l'origine de ce qu'est l'humanité ou qui aille à la fin de ce qu'est l'humanité, c'est la même chose comme... prendre un café, le boire et le remettre là. Au niveau du temps, c'est la même chose. Le temps n'existe pas. Il y a une illusion de sensation de plus ou moins long. Bien, tu restes dans l'aquarium du temps. Et c'est de le voir qui fait la différence, finalement. Donc, on peut-tu dire que le rêve, finalement, c'est ce qui est soumis au temps? Comme les galaxies, Bien, comme, tu sais, je veux dire, les lois du monde l'univers du au rêve. complet. C'est la dualité. Alors, pour que ça soit vu, pour que ça soit ressenti, c'est le monde de la dualité. Donc, c'est quoi le monde hors du rêve ou l'arrêt du rêve? C'est tout, c'est rien? C'est quoi? Bien, c'est la perception directe de tout ce qui est. Donc, c'est pas fragmenté en petits morceaux. Il n'y a pas la sensation d'une Louise qui existe à l'extérieur de moi ici, là, ni de rien qui existe à l'extérieur de moi. La vision est passée de ça à... La vision ne part plus d'un centre. Alors, ça n'existe plus, cette espèce de cauchemar-là que tu dois contrôler ton petit monde et que tu vois telle partie de la réalité et que là, tu as des êtres humains qui t'attaquent, il y en a d'autres qui t'aiment, il y en a d'autres pour qui tu voudrais faire 1000 choses, il y en a d'autres pour qui tu as des attentes. Ça n'existe plus. Donc, la vie, c'est toujours le moment qui est là, mais il est toujours plein, archi-plein, il déborde de partout. Je dis souvent, avant, j'avais l'impression d'être branchée sur le 1000 watts, sur le 100 watts. Maintenant, après le basculement, c'est comme si j'étais branchée sur le 1000 watts. Donc, l'énergie qui est là ne sert pas à nourrir le scénario de Betty. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de jeu, finalement. Il n'y a pas de jeu. Ouais. Et il n'y a pas un jeu qui va ressentir tout à coup l'éveil. Ça n'existe pas. Ça ne va pas ensemble. Et c'est pour ça que je prends souvent... Je dis le mot éveil n'a aucune signification pour moi. Quand quelqu'un me dit éveil, ça n'a pas de signification. Parce que souvent, dans la recherche spirituelle, on s'imagine qu'on va finir par ressentir une petite affaire qui va ressembler au nirvana plus et que ça va s'allonger dans le temps et que ça va être ça, l'éveil. Bien, l'éveil, c'est un concept mental, point final. Comme Dieu est un concept, comme Bouddha, comme tout ce qu'on projette à l'extérieur de soi. Comment on pourrait dire l'unité est l'unité, mais il y a Dieu qui regarde l'unité? C'est impossible, ça, voyons donc. L'unité, c'est l'unité. Donc,
aussitôt que quelque chose regarde et identifie, c'est qu'il y a deux choses. Donc, c'est pas l'unité. L'unité, c'est complet. Il n'y a pas un observateur, il n'y a pas une présence divine qui viendrait te frôler tout à coup et te... Non, non, non. Puis, si quelqu'un qui écoute, ou comme moi d'ailleurs, arrêter de rêver, c'est quand même un chemin vers lequel je tends, je pourrais dire. Est-ce qu'il y a des qualités à développer? Est-ce qu'il y a des choses à faire ou à ne pas faire? Une pure observation, c'est-à-dire d'arrêter de se faire croire, OK, je vais regarder là, comme ça sur le côté. Mais une pure observation, une pure vigilance aussi, à regarder vraiment qu'est-ce qui se passe et à pas se sauver. Si, quand moi, c'est arrivé, on ne rêve que de soi, un événement est arrivé et je me serais dit, non, 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 on ne rêve que de soi, ça peut marcher avec telle personne, mais avec cette personne-là, avec ma fille, ça ne fonctionne pas. Et il faut que je m'occupe de ça. Et... Non, 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 c'était complet, là. Où tu te regardes en action pour voir que tu n'es que conditionnement, que croyance, que tout ce que tu fais, c'est simplement ta mémoire qui ramasse des petits morceaux et te dit, voilà, c'est ta vie. Et toi, tu acceptes ça parce que c'est la seule chose que tu connais. Ben c'est ça, se regarder, c'est de regarder pour vrai, finalement. Est-ce que, peut-être se poser la question, est-ce que tu veux améliorer le rêve? Est-ce que tu veux te soulager de tes insatisfactions? Ou si tu veux vraiment regarder ce qui est la vérité, ce qui est la réalité, finalement? Pour éventuellement peut-être sortir du rêve, je veux dire, enfin, on l'est déjà, pas dans le rêve, toi tu le vois. Ce que je peux témoigner, c'est qu'ici, la paix est permanente. Donc, une forme de sincérité. Une espèce de forme de sincérité. OK, on va dire une sincérité profonde. Une grande sincérité, c'est ça. Un désir de vraiment être vrai avec soi et de ne pas nier quoi que ce soit. Bien, de regarder, d'avoir le courage de regarder, qu'est-ce que je veux faire? Je veux que ça aille mieux. Je veux trouver la voie pour que mon couple aille mieux. Je veux plus d'expérience psychique. Je veux être perçue dans le monde. Je veux que les gens me regardent dans le monde. Je veux que les gens m'aiment. Ben, c'est quoi que tu veux? Améliorer ton rêve ou voir vraiment? Très intéressant. Donc, la phrase « on ne rêve que de soi », qui est dans le fond un peu une phrase fétiche de toi, on pourrait dire que c'est avant le basculement, c'est là que tu as constaté « on ne rêve que de soi », mais maintenant, tu ne rêves plus. Maintenant, l'état dans lequel tu es, c'est un état de non-rêve. Et parce qu'il y a encore des gens qui pensent... Parce que la vie s'exprime comme elle veut, quand elle veut, à travers le corps. OK. Elle fait ce qu'elle veut parce qu'il n'y a pas chez moi le sentiment que ça m'appartient et que je dois l'amener à terme et que je dois l'améliorer et que je peux m'en servir pour moi-même. Ça n'existe pas. Donc, la vie s'exprime. La vie qui est, comme on dit, pas en opposé avec la mort. Qui est la source, qui est l'unité, qui est la base de tout ce qui est, finalement, qui n'est pas séparé. Souvent, je prends l'image de l'eau. Alors, l'eau peut faire une rivière, elle peut faire des glaciers, elle peut faire de la vapeur, elle peut faire les nuages, mais c'est tout le temps l'eau qui est là. Donc, la source, c'est la même chose. Elle peut être manifestée de différentes façons dans le monde de la matière, mais ça demeure toujours la même chose. La matière première, si tu veux, c'est ça. Mais il y a quand même une question aussi qui me vient. Tu parles de rêve et là, tu parles de matière. Donc, la matière, c'est un rêve aussi. Ben oui. OK. Parce Ben qu'il y a des gens qui ben rendent ça très important, la matière. La physique quantique a prouvé que ça n'existait pas. Mais on a des sens qui nous font croire que c'est là. Et on peut y croire jusqu'à ce que le corps soit sous 6 pieds sous terre.
Et comme tu ne t'identifies plus à tes sens, donc tu constates ou même pas, tu es. Je me sers pas des sens. Il n'y a pas une individualité. Souvent, je te dis, depuis 2008, j'ai pas la sensation de parler, de respirer, de bouger, de me déplacer, d'être dans le temps. Pas du tout. C'est complètement arrêté, tout ça. Pourtant, on dit que je parle beaucoup. Oui. Mais moi, j'ai pas la sensation de ça. Il n'y a pas une femme qui a l'impression de le faire. C'est comme si l'ego, l'individualité n'est plus là. Non, non, elle n'est plus là. Ouais, L'individualité il est n'est plus mort. là. L'ego est Je mort. suis comme un zombie, Louise. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ben, c'est super. Écoute, moi, je voulais absolument qu'on parle de On ne rêve que de soi et je pense que tu en as parlé beaucoup, qui était pas mal ta constatation avant l'éveil, là, je pourrais dire, puis qui t'a amené inconsciemment à cet arrêt du rêve-là. La première chose a été de constater, j'y arriverai pas. Parce qu'à chaque fois que j'expérimentais une nouvelle chose, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle lecture, je me retrouvais toujours à la même place, dans le vide. Et quand j'étais dans le vide, qu'est-ce que je voulais faire? Bien, me pousser de là, c'était inconfortable et c'était interprété comme « Au secours! Je ne veux pas rester là » parce que je le recevais à l'intérieur de moi comme l'opposé du plein. Donc, tu ne veux pas être vide. Bien, jusqu'au moment où j'ai constaté, bien, je vais rester là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me retrouve tout le temps là. Alors, j'ai accueilli le vide. Et finalement, le vide a été vu comme une bénédiction, comme la porte d'entrée pour l'inconnu. Et l'inconnu n'est pas connu de nous. Donc, l'inconnu se fait de seconde en seconde. La vie est faite comme ça. Le moment présent, c'est la seconde qui amène l'autre seconde. Et ce n'est pas un scénario de 6 mois. Alors, ça a été ça. Ça a été la première chose. Avant, on ne rêve que de soi. Ça a été de constater, OK, je ne suis pas outillée là, pour comprendre ça, que j'expérimente la méditation, le bouddhisme, que je lise la Bhagavad Gita, que je crois aux anges, que j'imagine que ma mère décédée m'accompagne, ça ne change rien. Je me retrouve tout le temps à la même place, dans le vide. Alors, il y avait comme l'arrogance qui a comme tombé tout d'un coup. Toutes ces expériences-là que tu nommes, c'est comme dans le fond juste pour rendre le rêve plus confortable, finalement. Bien, c'est la quête des sens aussi. Les sens veulent triper. Et toi, tu veux avoir à travers ça comme une espèce de zone de confort. Tu sais, tu es capable, tu veux sélectionner, là. Qu'est-ce qui ferait ton affaire à toi? Bien, la vie, c'est pas de cette façon-là qu'elle Tu ne décides pas pour la vie, dans le fond. Oui. Mais je trouve que ça l'exprime bien, dans le fond, de laisser la vie, comme tu dis, faire sa job, laisser la vie décider d'une certaine façon. Bien, quand il n'y a plus un rêveur qui veut prendre toutes les décisions, bien, la vie s'exprime à sa façon. Comme je disais justement à un musicien, la vie va s'exprimer sans toi, à travers la musique. Point final. Et c'est comme ça pour tout. Donc, on n'a rien à décider vraiment, à part de se regarder. C'est ça. Enfin, moi, je m'exprime dans le monde du rêve. Il y a une très grande croyance au niveau des vies antérieures, de la réincarnation, de se perpétuer, d'aller de vie en vie. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu pourrais nous expliquer. Le monde du rêve est comme un aquarium où tout est scellé. C'est le monde du rêve. Dans le monde du rêve, il y a le temps. Donc, il y a le passé, le présent et le futur. Okay. Dans le monde du rêve, on fait absolument ce qu'on veut. Donc, tu es dans le monde du rêve, tu es un individu avec des désirs, tu es un individu qui veut vivre selon ce qu'il pense qu'est la vie, tu es un individu qui veut vivre socialement, avoir une famille, avoir des voisins, avoir un travail, sauver le monde. Il y a chez le rêveur
ce grand désir de sauver l'autre, mais on ne rêve que de soi. Alors, ce que tu cherches toujours à sauver, c'est une partie de toi qui n'est pas confortable de l'autre côté. Le corps physique disparaît. Pourquoi? Parce que le corps physique a un début et une fin. Reste toujours à l'intérieur du rêveur ce désir-là de se perpétuer, parce que les désirs n'ont pas été quand même... il y a encore le désir d'expérimenter, il y a encore le désir de rêver. Donc, ce désir de continuité-là revient à travers la matière, à travers la forme, peut revenir à travers un arbre, à travers un extraterrestre, à travers une feuille, à travers un autre individu, mis exactement dans une situation parfaite pour te voir. Alors, quand je dis ici, il y a eu des chaînes de vie, c'est clair qu'il y a eu des chaînes de vie. Hors du rêve, ça n'existe pas. Comme le temps n'existe pas, on les met où, les vies antérieures? La roue des naissances et de la mort, c'est terminé. C'est vu comme étant une illusion. Excepté que dans le monde de l'illusion, bien, c'est là, c'est tout. Donc, on pourrait dire que l'aquarium, c'est l'aquarium du temps, où tu insères les réincarnations. La mémoire de l'humanité. Et c'est tellement basique, c'est pris dans ça, et tu te penses là-dedans et tu fonctionnes là-dedans. C'est presque enfantin. C'est comme une boule à neige qu'un enfant secoue et les brins de neige tombent et l'enfant fait « Wow! J'aimerais ça le revoir encore. » Il le retourne. « Wow! Ça a l'air d'une tempête. » Il retourne plus lentement. « Ah, c'est romantique. » C'est hallucinant. C'est le monde du rêve. La vie peut s'exprimer librement à travers le corps sans avoir besoin de l'individu qui est à l'intérieur et qui veut gérer. Donc, tu parles de désir aussi, de vouloir. On croit à ce monde-là, finalement. Donc, ce serait-tu ça aussi, ce désir-là qui fait qu'on reste dans l'aquarium, qu'on désire retourner encore une fois, on ne connaît pas autre chose. On connaît pas autre chose. Le cerveau a été conditionné et ne connaît pas d'autre façon que l'accumulation de connaissances. Le cerveau, c'est ce qu'il connaît. Et ce qui se passe avec le basculement est complètement l'arrêt de ça. La vie a une intelligence propre. L'intelligence du rêveur et la grande intelligence, c'est deux choses complètement différentes. Et pas soumis à des lois du monde du rêve, et pas soumis au temps, et pas soumis à la matière, et pas soumis à l'espace, et soumis à rien. Donc, cette histoire-là, inventée du temps, est simplement la distance que tu mets entre toi et moi. Alors, il y a une distance qui est là, qui est installée, et tu la sens. Moi, je ne la sens pas du tout. Donc, cette distance-là, c'est là que j'insère mes croyances. C'est là que tu mets des filtres qui sont tes croyances. Ce que tu penses de toi, ce que tu penses de moi. Et là, tu me vois à peu près comme ça. Alors, deux êtres humains qui se regardent, ils se voient à peu près comme ça. Et c'est très embrouillé. Et ils se disent, oui, mais j'ai une vraie relation. Tu n'as pas une vraie relation. Tu échanges tes croyances. C'est pas le fun. C'est un petit peu décourageant, mais ça va. Aïe, aïe, aïe. Je voulais aussi amener les émotions là-dedans, la culpabilité, l'anxiété, la peur, tout ça. Tous les êtres humains ressentent ça dans le monde du rêve, finalement. C'est le langage corporel. C'est les sens du corps qui parlent. Donc, les émotions, l'émotion romantique n'est pas nécessaire pour aimer. Il n'y a pas une émotion qui est nécessaire. L'émotion te fait dévier de ce qu'est la réalité constamment. C'est comme un échappatoire, l'émotion, finalement? C'est comme une façon qu'a le corps de parler. On dirait que dans l'individu, il y a trois piliers. Le mental, les émotions, les sens. Et les trois sont là et ne parlent pas ni un ni l'autre le même langage, mais ils sont convaincus qu'ils se comprennent. Alors, l'être humain, c'est une tour de Babel, finalement. Tout ça, ça vient comme, d'une certaine façon, brouiller la réalité?
Absolument. Absolument. OK. La perception directe n'est pas encombrée d'un monde illusoire de croyances. Non, puisque c'est direct. Et c'est très simple, là. Mm-hmm. Très simple. Alors, dans cette distance-là que l'on met avec tout ce que l'on voit, bien loge la culpabilité, l'angoisse, la souffrance. On souffre pourquoi? Parce qu'on n'accueille pas la réalité telle qu'elle est, parce qu'elle ne fait pas notre affaire. On se sent coupable de quoi? On ne rêve que de soi. Tu te sens coupable parce que tu projettes une partie de toi devant toi, tu ne la reconnais pas, donc tu te sens coupable. C'est enfantin. La culpabilité devrait être prise comme un jouet, lancé à terre et éclaté en 1000 morceaux. Tu veux être charitable? Charitable, ça te donne quoi? Toujours te demander, est-ce que ça ne me rapporterait pas quelque chose en tant qu'individu, en tant que personne qui rêve individuellement? Est-ce que toutes ces émotions-là, ces pensées-là, ça ne me rapporterait pas finalement pour être encore, avoir plus la sensation d'exister, d'être je? Mm-hmm. Ce que, comme tu disais, ce que l'arbre n'a pas finalement, ce que la nature, c'est comme un bon miroir pour nous pour nous représenter que le je n'existe pas. Mais non, la façon. nature, la vie est là dans l'arbre. On le sent que la vie est là dans l'arbre. On voit les feuilles, on sent que c'est vivant. Est-ce qu'on a déjà vu un arbre se réveiller un matin et se dire « me semble que je ne fais plus ici, moi. Me semble que les autres me regardent comme si j'avais quelque chose. Je me sens pas bien là-dedans. Je vais faire une dépression si ça continue. Donc, je me déplante, je m'en vais vivre dans Beauce. Je pense que je serais mieux adaptée. » Non, il est là, simplement. La vie s'exprime à travers l'arbre. Alors, l'arbre commence, c'est petit comme ça, devient grand. Les feuilles sont là, ont leur cycle. Le cycle de l'arbre, c'est le début et la fin. Est-ce qu'on fait tout un plat quand l'arbre meurt? Non, on le sait, c'est un cycle. Si ça ici meurt, est-ce qu'on va dire, bien, c'était son cycle, c'était ses marées? Ben non! On va courir à quelque part pour essayer de faire survivre ça un petit peu plus, ou essayer de l'ascensionner, ou essayer de le préserver le plus longtemps possible, s'il vous plaît. On va lui imposer de manger telle chose, de ne pas manger telle chose, de penser de telle façon, de chanter, de méditer, de faire n'importe quoi. Tout ce qu'on veut, c'est le contrôler pour qu'il dure le plus longtemps possible, pour nous prouver à nous-mêmes « j'existe ». J'avais aussi une question parce que souvent tu as raconté l'histoire de l'Amérindienne qui est super intéressante pour « on ne rêve que de soi », pour voir que tout est soi, parce que finalement quand on voit que tout est soi, disons on arrête, disons d'une certaine façon, de faire des choses, on veut plutôt se regarder à travers les autres. Et c'est ce que tu as fait avec l'Amérindienne, tu t'es regardée d'une certaine façon. L'Amérindienne est arrivée, cet événement-là, ça faisait déjà quelques mois qui était descendu sur moi, on ne rêve que de soi. Alors, j'accueillais le monde qui était là devant moi comme étant moi-même. Je ne provoquais pas des événements pour me donner des nouvelles expériences. Ce n'était pas nécessaire. J'avais bien vu qu'il y en avait suffisamment à l'extérieur à regarder. C'était moi partout. Donc, je me regardais en train de vivre en voyant les autres vivre. J'avais compris à ce moment-là, dans ma tête, que toutes les relations que j'avais eues dans ma vie, avec les hommes de ma vie, avaient toujours été le reflet de croyances que j'avais. Donc, je croyais que je devais avoir un homme dans ma vie qui était très intellectuellement performant. J'ai cru que je devais avoir un homme qui me protégeait dans ma vie, qui me prouvait que l'amour va exister à tout prix. J'ai cru, j'en avais une grande liste d'épiceries, de croyances que j'avais vues dans mes relations de couple. Alors, j'étais seule. J'étais seule et assez tranquille. Ça frappe à la porte de la maison. Je vais répondre. C'est ma voisine. C'est une nouvelle voisine que je ne connais pas, qui me dit « OK, je vais peut-être te sembler étrange, mais
Je suis allée rencontrer une Amérindienne qui parle de la vie spirituelle, de la vie intérieure. Et elle dit, cette femme-là m'a dit, quand tu arriveras chez toi, là, la dame qui vit à gauche de la maison, là, va frapper chez lui et dis-lui que je veux la voir. J'ai dit, ben, c'était assez étonnant. Alors, normalement, je me serais dit, dans ma tête à moi, j'ai vu le monde des croyances. J'ai vu comment ça fonctionnait. J'ai vu que le monde des voyants, le monde des perceptions extrasensorielles, c'est un monde que je m'inventais moi-même. Et là, il arrivait l'Amérindienne qui voulait me voir. Je n'ai pas pris le bottin téléphonique pour le faire. Elle arrivait. Et elle arrivait à la mesure de ce qu'était mon rêve. J'avais rendu le rêve magique. Alors, puis il continuait à l'être devant moi. Alors là, j'ai pris le numéro de téléphone et j'ai appelé et j'ai dit, OK, vous voulez me rencontrer? Elle m'a dit, oui. Est-ce que tu peux venir aujourd'hui? J'ai dit, ben, OK, je vais y aller aujourd'hui. C'était là, dans mon monde à moi. Ça aurait pu être le yoga, ça aurait pu être la méditation, ça aurait pu être le pendule, ça aurait pu être le tarot, ça aurait pu être n'importe quoi qui était une façon que j'aurais eue de me parler à moi-même. Alors, quand je suis partie pour aller voir l'Amérindienne dans mon auto, à l'intérieur de moi, je le savais, c'était clair, c'était moi qui allais me parler à ma façon. Le sang amérindien, c'est quelque chose qui était fort chez moi. Donc, je me parlais à travers cette fibre corporelle-là, l'amérindienne. Le temps que j'allais avec ma voiture pour la rencontrer, il y avait des scénarios. Le mental partait sur des scénarios incroyables. Elle va te dire que tu es en train de virer folle. Quand j'entendais ça, tout ce que je disais à ça était « je te crois pas ». Un autre scénario arrivait. C'est une Amérindienne, elle va sentir ce que tu vis. Parce qu'avec On ne rêve que de soi, j'étais complètement comme pas dans la réalité, là. C'était pas... J'accueillais l'inconnu tout le temps. Alors là, je me disais, l'Amérindienne va te dire ça. En même temps, il y avait la phrase qui revenait, « je te crois pas ». Le mental et les pensées et les hallucinations de la personnalité de Betty, j'en avais par-dessus le coco. Alors c'était « je te crois pas ». Je suis arrivée chez l'Amérindienne et là, la première phrase qu'elle m'a dit a été « ta mère est morte quand tu es née, ça t'a bien servi ». C'était tout à fait déséquilibrant parce que ma mère est morte quand je suis née. Et ça a été une souffrance incroyable pour moi de vivre avec ça. Et elle me dit « ça t'a bien servi ». Et je savais que c'était moi qui me parlais. J'étais en train de me parler intimement. L'entrevue a duré 1 heure. Donc, pendant 1 heure, elle a pris ses flèches d'amérindienne et les a plantées partout où il y avait de l'espace pour en planter une. Alors, ça a été... À un moment donné, j'ai dit, parce que dans la personnalité que j'avais avant, l'amérindienne, je l'aurais abattue. Il l'aurait trouvé scalpé, c'est certain. Je n'aurais pas laissé faire ça. Il fallait quand même que je protège ça, là, ici. Et l'amérindienne arrivait et elle frappait. Alors, à un moment donné, je lui ai dit, « Wow! Quand même, l'amour, je sais ce que c'est. » Alors là, elle m'a dit, « Tais-toi. Tu n'es pas venu ici pour parler, c'est moi qui parle. » Alors, ça a été reçu à l'intérieur de moi. « Betty, tais-toi. » Et je l'ai laissé faire, malgré le fait que je pensais que je savais exactement ce que j'avais vécu avec les hommes de ma vie, ce monde de croyances-là, le pourquoi j'étais avec une personne. Elle me disait, « Tu ne sais pas ce qu'est l'amour, tais-toi. » Ça a duré 1 heure. Alors, tout y est passé. Et puis, tu as des visions. Ah ben, et tu fais brûler de la sauge. Tu fais des trucs d'Amérindiens chez vous. Ça te sert à quoi? Tu n'es même pas capable de les faire comme il faut. Elle me disait ça. Elle n'arrêtait pas. Alors, elle a planté ses flèches
avec tes enfants, telle chose, tu n'es pas capable de te voir. Tu n'es même pas capable, qu'elle me dit, de regarder ta mère. Tu prends la photo, tu la mets dans un livre, tu la fermes. Tu n'es même pas capable de la regarder. Et parce que j'ai dit à un moment donné à l'Amérindienne, « Hey, wow, c'est bien classé dans ma tête, là. Je le sais que ça a été souffrant, cette histoire-là, avec ma mère. Je l'ai accepté. Et c'est là qu'elle m'est tombée dessus. Non, 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 non. Tu t'es bâti à travers ça. T'es juste ça. Et là, je me suis allée chez nous parce que après 1 heure, j'étais quand même en overdose de moi-même. Tu sais. Et je suis arrivée chez nous et là, c'était le grand déséquilibre. À l'intérieur de moi, c'était comme une structure de verre qui était en train de s'effondrer. Je le sentais intimement. Et comment je le vivais était, si je me suis trompée dès la petite enfance à cause d'une souffrance qui n'était pas capable de loger à l'intérieur de moi, tellement que c'était horrible, je me suis bâti une personnalité à cause de cet événement-là, sans le savoir. Je suis devenue une personne qui avait un caractère incroyable. Quelqu'un arrivait devant moi, je chantais le rejet, l'abandon, j'abattais la personne et je continuais comme ça. J'avais une autodéfense qui était hallucinante. Je ne voyais pas la réalité, je ne voyais que mon propre délire, finalement. Et l'Amérindienne m'avait dit ça. Alors, la réflexion qui est arrivée à l'intérieur de moi a été, ben Betty, si tu t'es trompée sur les bases mêmes de ce que tu es, tous les événements qui ont découlé dans ta vie sont une illusion, sont totalement bâtis sur rien. Donc là, la fondation de la maison était en train de tomber, mais complètement. Je ne tenais plus à rien. Alors là, il y avait ce sentiment-là, fort. Tu vas devenir folle. Tu ne peux pas vivre avec ça. Tu n'as plus de parachute. Tu ne peux plus te tenir nulle part. Alors, c'était en même temps un déséquilibre profond parce que c'était vraiment le rêveur qui était en train de se voir rêver. Et ça a foudroyé la personne que j'étais. Et à ce moment-là, est arrivé ce que j'appelle des expériences de distorsion du temps et de l'espace. Au niveau du temps, il y avait comme un ressenti que ça n'existait plus, parce que la réalité était toujours là. Il n'y avait plus action-réaction. Il y avait simplement l'action et j'étais l'action. Il n'y avait plus de distance avec rien. Alors, c'est l'histoire de l'Amérindienne et souvent, je raconte l'histoire de l'Amérindienne parce qu'on me demande, bien, qu'est-ce que tu penses du bouddhisme? Qu'est-ce que tu penses de la méditation? Qu'est-ce que tu penses d'un tel mouvement, Ho'oponopono, tel mouvement spirituel? Quand c'est dans ta vie maintenant, bien, vois que c'est toi qui l'as projeté pour te voir, tout simplement. Alors, il n'y a rien de bon et de pas bon, finalement. C'est juste de reconnaître, tiens, j'ai projeté ça à l'extérieur de moi pour me voir, pour me reconnaître là-dedans. Alors, que ce soit n'importe quoi, que ce soit de semer des pommes de terre ou de faire un yoga hyper raffiné, c'est la même chose. C'est un prétexte individuel. Et c'est de toute beauté de voir ça. Tu as l'air convaincue. Non, c'est intéressant. Donc, on se bâtit à même les expériences qu'on a vécues. Puis finalement, quand on s'aperçoit qu'on est bâti là-dessus, qu'est-ce qui te reste? Il n'y a plus rien après. Bien, il reste juste que la vie va s'exprimer à sa façon, à travers les caractéristiques de ce body-là, tout simplement. Oui, absolument. Mais à sa façon, pas dans le but de... Oui, c'est ça, il n'y a pas de but Comme finalement. La vie s'exprime à travers la fleur, à travers les animaux, à travers l'arbre. Mais c'est que l'être humain, lui, fait une histoire parce qu'il veut que ça soit à lui. Merci, c'est tellement bon. Merci beaucoup. Merci à toi.